Et vous avez en fait à cette période-là la naissance de nouvelles industries autour de l'électricité, autour de la chimie en Allemagne, etc. Et finalement, l'enjeu ici, il est de passer d'une situation au préalable où vous aviez des relations, ce qu'on appelait de louage avec les travailleurs, qui louaient leur force de travail à la journée, qui étaient finalement dépositaires de leur propre savoir-faire, etc., à une dynamique dans laquelle les objets qu'on conçoit sont de plus en plus compliqués et en fait nécessitent au fur et à mesure de former, de stabiliser les compétences, voire d'organiser le développement de nouvelles connaissances et compétences spécifiques aux objets qu'on veut concevoir. Donc l'enjeu finalement du développement de cette grande entreprise, c'est de ce que les chercheurs au CGS et à l'école Émile ont appelé l'enjeu de domestiquer l'innovation, c'est-à-dire plutôt que de la faire porter par des entrepreneurs inventeurs qui sont seuls et finalement conçoivent dans cette image, dans leur garage finalement, comme c'était le premier cas les cas des premières locomotives, l'ensemble au fur et à mesure. L'enjeu ici, il est de porter un collectif de plus en plus large qui soit capable de concevoir de plus en plus rapidement des objets de plus en plus complexes. Donc ça va de pair avec le développement, évidemment, là comme vous le voyez, en bas à gauche du nombre de business schools, bon, en l'occurrence aux États-Unis, mais aussi avec le développement des bureaux d'études, une explosion du nombre d'ingénieurs, et donc cette invention du contrat de travail qui est finalement la condition pour permettre de stabiliser un collectif qui monte en compétences et est capable de traiter d'objets de plus en plus spécifiques. Donc finalement, l'entreprise, et c'est ce qui est décrit dans les ouvrages de Fayol et de Taylor au début du XXe siècle, c'est précisément cet enjeu de viser le progrès technologique et le progrès collectif, et de s'organiser pour y parvenir ensemble. Donc finalement, ce que nous apprend cette relecture historique, c'est que cette naissance de l'entreprise est liée d'une part à la nécessité de s'organiser pour assurer un progrès collectif, d'organiser une coordination du travail en interne, de stabiliser les compétences et de travailler pour pouvoir continuer à les développer. Et puis en même temps, à cette volonté de poursuivre un projet commun qui va ordonner à la fois la production et l'innovation. Et en particulier, ce qui est frappant après la naissance de l'entreprise, c'est que l'innovation devient une activité à organiser au sein même de l'entreprise. Donc finalement, cette perspective nous invite à aller au-delà de l'approche économique. En particulier, si vous lisez Fayol, par exemple, dans son ouvrage au début du XXe siècle, il ne mentionne pas une seule fois le mot profit. C'est-à-dire l'enjeu de cette création de l'entreprise, il est au contraire de viser le progrès, le perfectionnement, comme dit Fayol, ou la prévoyance, et finalement de préserver la capacité de l'entreprise à inventer. J'ai un référentiel cognitif, et c'est à partir de ce référentiel que je me projette et que je peux imaginer. Ce référentiel cognitif étant limité, ma capacité de projection et d'imagination, elle est elle aussi limitée. Alors vous voyez que sur ces trois dimensions, les limites liées à notre ancrage corporel, eh bien, elles peuvent être dépassées lorsque les hommes travaillent ensemble. Et parce que ces capacités sont démultipliées par les relations. D'abord, l'apprentissage mutuel permet de transférer les connaissances de l'un à l'autre et donc d'augmenter, d'étendre le référentiel cognitif de chacun par le transfert de savoir-faire et de connaissances. Lorsque je discute d'un raisonnement et d'une conclusion avec d'autres, eh bien, les divergences nous permettent de mettre au jour les biais dans notre raisonnement et donc de les corriger et d'aboutir ainsi à des conclusions qui sont plus sûres, plus rigoureuses et plus justes. Et puis enfin, en termes d'imagination, tout le monde sait que quand on met des gens ensemble en brainstorming, eh bien, l'imagination est démultipliée par les interactions. Cette capacité de l'entreprise à constituer des potentiels, elle est le ressort principal de la performance de l'entreprise. En effet, si on voit de manière assez commune l'entreprise comme une organisation permettant d'être efficace, c'est-à-dire de faire des économies, eh bien, ces économies, elles restent toujours secondes par rapport des travaux d'invention, d'innovation, de création qu'ils portent sur les produits ou sur les process qui permettent de les fabriquer. Et donc, ça nous permet de conclure que ce qui caractérise l'entreprise fondamentalement, c'est
ces potentiels de création collective qui sont constitués par le rassemblement d'acteurs au sein de cette organisation. La question subsidiaire, c'est de savoir ensuite maintenant, ces potentiels existants, mais quelles sont les conditions de leur actualisation? Eh bien, pour ça, il faut que les gens non seulement s'engagent dans le collectif, et en plus qu'ils coopèrent. L'engagement et la coopération requièrent une adhésion qui résulte davantage de l'autorité du manager et du dirigeant qui suscite le consentement. Alors, si je me situe du point de vue du dirigé, pour qu'il reconnaisse une telle autorité, eh bien, il faut d'abord pour que j'accepte de faire quelque chose que je n'ai pas décidé par moi-même, il faut d'abord que je reconnaisse que ma capacité à juger de ce qui est bon de faire est limitée. Et finalement, lorsqu'on regarde l'entreprise, eh bien, il faut, pour avoir une direction performante, à la fois mêler le pouvoir et l'autorité, au sens où le pouvoir est absolument nécessaire parce qu'il y a toujours des velléités opportunistes d'acteurs et qu'il faut pouvoir les aiguillonner. Et par ailleurs, il faut aussi susciter le consentement, et donc il faut globalement que cette capacité à diriger qui se fonde d'abord sur un pouvoir devienne une autorité, c'est-à-dire qu'on suscite la reconnaissance par les collaborateurs. Alors c'est pourquoi les chercheurs ont évoqué le management en termes d'autorité de gestion, et qui suppose que les collaborateurs reconnaissent aux dirigeants, au management, la capacité à produire un projet commun. D'abord, bien sûr, le collaborateur adhère d'autant plus facilement à une décision qu'il aura pu émettre son avis s'il en a un, mais aussi éventuellement qu'il sait que parmi les instances qui ont pris la décision, il y avait différentes parties qui ont été représentées et consultées, et que les décisions ont été précédées d'un débat contradictoire où tous ces points de vue ont pu s'exprimer. Et enfin, il adhérera d'autant plus facilement aux décisions du dirigeant qu'il ne voit pas en lui un agent aligné sur telle ou telle partie, et je pense en particulier aux actionnaires, et qu'il dispose d'une réelle autonomie pour prendre en compte l'ensemble des intérêts affectés, pas seulement celui des actionnaires, mais aussi celui des salariés, et aussi peut-être celui des territoires, de l'environnement, etc. Alors, du coup, ça ouvre finalement à notre troisième condition pour la création collective, qui est les conditions de gouvernance. Vous aurez compris, du coup, que avec la petite présentation historique que j'ai faite tout à l'heure et l'introduction de Baudouin, finalement, on en vient à faire une très nette différence entre ce qu'on va appeler l'entreprise, dans lequel finalement s'organise ce travail créateur et qui va être finalement orienté ou aidé par l'autorité de gestion, qui va viser à aider et à instrumenter le développement des potentiels individuels et collectifs. Et d'autre part, la société qui, en tant que forme juridique qui va abriter l'entreprise, est au départ essentiellement une entité légale qui a servi de moyen de financement, c'est-à-dire de mettre en commun finalement les fonds apportés par les investisseurs en capital, et qui sert justement à leur partager les risques. Ce qu'on a vu observer, et je passe juste un petit instant négatif ce matin, c'est avant d'avoir une proposition positive pour la création collective, c'est que en gros depuis les années 1970, on a finalement une forme de déformation du projet de l'entreprise par l'organisation dans le droit d'une nouvelle doctrine qu'on appelait la doctrine de la corporate governance, et qui consiste précisément à faire ce que Baudouin venait de disqualifier, c'est-à-dire chercher à aligner les intérêts du management sur ceux des actionnaires, de façon à maximiser cette valeur actionnariale, d'organiser des compétitions internes au sein de l'entreprise, de bénéficier d'optimisation fiscale, légale, etc., d'organiser des transferts de risques sur des parties autres que les actionnaires, ce qui conduit notamment à des difficultés, y compris directement du point de vue de l'innovation, puisque les études menées notamment par un économiste qui s'appelle William Lazonick aux États-Unis depuis en gros les années 2000 montrent que sur la dernière période jusqu'à la crise de 2008, la plupart des entreprises du S&P aux États-Unis avaient dépensé plus d'argent en dividendes et en rachat d'actions pour le soutien à leur cours de bourse qu'à l'investissement productif, et en particulier à l'investissement en R&D.
Donc finalement, aujourd'hui, ce qui au départ était censé être Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire organiser justement une capacité d'action collective au sein d'une forme stabilisée légalement à travers la société, est devenu un Frankenstein qui finalement a tordu progressivement le projet collectif. Alors, ce qu'on a cherché à faire, notamment dans le cadre du programme des Bernardins, c'était à avoir une cartographie des solutions possibles en matière de gouvernance pour supporter cette création collective. Finalement, la proposition qu'on fait vise en quelque sorte à y aller par petits pas. C'est finalement d'exiger, de faire apparaître, en fait, de diminuer cette contradiction entre d'un côté le projet de l'entreprise et la forme légale de la société, en associant au cœur entre les deux un engagement, notamment de la part des actionnaires, sur ce qui va constituer le projet collectif commun qu'on va définir avec le maximum de parties prenantes et qu'on va écrire, par exemple, dans les statuts de l'entreprise. Donc ça, c'est une proposition qui est issue des premiers programmes du Collège des Bernardins, qui vise justement à protéger le projet collectif et le management, c'est-à-dire à lui donner des armes face à des mécanismes d'alignement qui pourraient diminuer la capacité à mener le projet collectif. Et donc, on a une proposition qui serait adaptée en droit français, qui est la proposition de société à objet social étendu, qui repose sur 3 principaux points. La première, c'est de définir finalement les références de l'action collective, ce qu'on a appelé la mission ou les objectifs, les valeurs sur lesquelles l'ensemble des parties prenantes se met d'accord, d'exiger un engagement des actionnaires sur ces valeurs-là, et que tant que les actionnaires, donc par exemple en inscrivant cette mission-là dans les statuts de l'entreprise, qui fait que tant que ces statuts sont inscrits, tant que cette mission est inscrite dans les statuts, le management a le mandat finalement de poursuivre autant cette mission-là que ses objectifs habituels, et évidemment de définir les modes d'évaluation adaptés, c'est-à-dire de dépasser les critères financiers ou comptables classiques. Donc finalement, on vient intégrer cette mission-là dans ce mécanisme de gouvernance qui assure finalement à la fois une latitude du management pour mener le projet collectif, mais en même temps le contrôle, c'est-à-dire de pouvoir vérifier à chaque instant qu'il est effectivement en train d'agir dans le sens de cette mission définie collectivement. Donc l'objet social étendu, c'est à la fois un accord des actionnaires qui va définir un mandat précis du dirigeant et un point d'appui solide pour l'ensemble des collaborateurs. Et j'y reviendrai tout à l'heure justement dans le cadre du témoignage où je parlerai de l'expérience de l'entreprise Nutri7 qui est passée par ce processus-là pour justement pérenniser son engagement. Aujourd'hui, juste pour vous dire, sur cette proposition-là, elle est reprise dans de nombreux textes, dans de nombreux rapports, notamment du Conseil économique et social sur la gouvernance de l'entreprise, et plus récemment dans un rapport du ministère des Affaires étrangères qui s'appelle « Innover ensemble » et qui justement montre comment de tels statuts peuvent permettre de supporter une dynamique de création collective, d'autant plus fortement qu'on arrive à l'instaurer d'un point de vue mondial, puisque l'enjeu là du ministère des Affaires étrangères, c'était notamment d'avoir ce genre de plateforme pour susciter de nouvelles relations d'innovation avec des pays, notamment en Afrique et dans l'ensemble de l'hémisphère sud. Vous avez compris que ce qu'on appelle la société au sens juridique, finalement, c'est essentiellement un contrat entre actionnaires qui vise à définir qui va être le conseil d'administration, puis le directeur général ou le président directeur général, et qu'évidemment, ce qu'on appelle l'entreprise de façon générale va inclure tout ce collectif qui joue ou qui organise cette dynamique de création collective, donc bien sûr, y compris les salariés, les managers, les cadres, et puis, dans un sens élargi, l'ensemble des filiales de l'entreprise, s'il s'agit d'un groupe, etc. Et donc, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est effectivement cette difficulté à articuler ces deux éléments et qui nous montre qu'on doit s'interroger aujourd'hui sur quelles sont ces frontières de l'entreprise. Mais vous n'êtes évidemment pas sans savoir qu'on peut avoir une définition beaucoup plus élargie de l'entreprise, dans laquelle finalement on va se poser la question de savoir quels sont ses rapports avec ses créanciers, avec ses fournisseurs, avec les collectivités territoriales dans lesquelles elle est impliquée, éventuellement avec les clients ou avec des acteurs publics, etc. Où là, évidemment, cette question de la frontière de l'entreprise devient difficile à établir. Mais finalement, ce que ça nous pousse à explorer aujourd'hui, c'est l'idée que, alors que ce qui a été essentiellement défini historiquement
à travers cette notion de société, c'est la façon dont les actionnaires sont associés à l'entreprise. Aujourd'hui, on va avoir un axe qui vise à justement étudier quelles sont les nouvelles formes d'association qu'on pourrait inventer. Et aujourd'hui, il y a déjà de nombreuses formes en gouvernance. Donc, je vous ai présenté la société objet social étendu tout à l'heure, mais on pourrait parler des sociétés coopératives d'intérêt collectif ou des mutuelles, etc. Enfin, toutes les nouvelles formes qui visent justement à généraliser cet engagement de diverses parties prenantes au projet collectif et à redéfinir finalement cette frontière de l'entreprise. Et en particulier, on a également un axe au Collège des Bernardins qui cherche à travailler à la fois théoriquement et pratiquement la question de la codétermination et de la participation des salariés au conseil d'administration. L'enjeu, évidemment, étant de réussir à donner corps à cette entreprise, et on pourrait imaginer finalement dans le programme le plus ambitieux de définir une forme de contrat d'entreprise plutôt que de contrat de société dans lequel finalement on reconnaîtrait que cette dynamique de création collective se repose sur une variété de parties prenantes.